Et si nos colères, nos peurs, nos angoisses, et si tout ça au fond s'était basé sur une erreur de perception? Aujourd'hui, on plonge dans la leçon 6 d'un cours en miracle. C'est une idée toute simple en apparence, mais qui pourrait bien retourner complètement notre façon de voir ce qui nous trouble au quotidien. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, on va se poser une question. Une question que franchement, tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui vient comme ça perturber notre paix intérieure? C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Et la réponse, en apparence, elle est évidente, non? Le cours nous liste les suspects habituels. La colère, la peur, l'inquiétude, la dépression. Bref, toutes ces émotions qu'on connaît si bien. Mais en réalité, ce ne sont que les formes que prennent nos contrariétés. Ce sont en quelque sorte les symptômes visibles d'une cause bien plus profonde. Mais voilà, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la leçon nous invite à prendre le contre-pied total de ce qu'on pense savoir. L'idée, c'est que la véritable source de notre contrariété, elle n'est pas du tout là où on la cherche d'habitude. Alors, l'idée de base, la prémisse, elle est toute simple, vraiment. Mais attention, ne vous y trompez pas, sa portée est absolument immense. C'est le genre d'idée qui peut littéralement tout changer dans notre expérience de vie. Là voilà, l'idée clé, c'est « je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là ». C'est une affirmation assez radicale. Et attention, point très important, le cours ne dit pas du tout que ce qu'on ressent est faux ou imaginaire. Non, la contrariété, on la ressent bien. Ce qu'il dit, c'est que la cause à laquelle on attribue notre colère ou notre peur, ça, c'est une illusion. En gros, ce n'est pas la situation qui nous trouble, c'est notre interprétation de la situation. Bon, ok. L'idée est puissante, mais concrètement, on en fait quoi? Eh bien, c'est ça qui est génial. Ce n'est pas juste une belle phrase philosophique à méditer, non, c'est un véritable outil, un exercice très pratique à intégrer dans notre vie de tous les jours. La seule règle pour que ça marche, c'est d'être super précis. On oublie les généralités, le flou. Il faut mettre le doigt sur deux choses bien spécifiques. D'abord, la forme de la contrariété, c'est-à-dire l'émotion qu'on ressent, et ensuite, la source perçue, la personne ou la situation qu'on accuse d'en être la cause. Alors comment ça marche? C'est simple, il y a 3 étapes. Vraiment, c'est tout bête. D'abord, on nomme la forme « je suis en colère »,« j'ai peur de »,« je suis inquiet pour ». Ensuite, deuxième étape, on nomme la source qu'on imagine être la cause contre cette situation au sujet de cette personne. Et enfin, on assemble tout ça pour appliquer l'idée centrale de la leçon. Ok, voyons voir avec des exemples concrets, c'est toujours plus parlant. Disons que je suis en colère contre une remarque qu'on m'a faite. L'exercice, ça donnerait « je suis en colère contre cette remarque parce que je vois quelque chose qui n'est pas là ». Vous voyez le principe? Ou alors, je suis inquiet au sujet de cet appel important parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Ça s'adapte à absolument tout. Évidemment, la clé du succès ici, c'est la pratique, la régularité. On peut utiliser cette phrase à la volée dès qu'on sent une contrariété monter. Mais ce qui est aussi recommandé, c'est de se prendre, 3 ou 4 fois par jour, juste une petite minute pour scanner un peu son esprit, voir ce qui s'y passe et appliquer l'exercice sur tout ce qu'on y trouve. C'est un vrai entraînement mental en fait. Maintenant, il faut qu'on parle d'un point crucial. Parce que, évidemment, ce ne sera pas toujours facile. Le cours le sait très bien et il anticipe un obstacle majeur, notre propre résistance. C'est tout à fait normal de sentir une résistance. Parfois, on va se dire « non mais là, ma colère, elle est justifiée ». On a tous des contrariétés qu'on trouve plus légitimes, plus importantes, des pensées auxquelles on s'accroche. Et pour nous aider à passer outre, le texte nous donne 2 rappels super importants. Le premier rappel, et il est fondamental, c'est celui-ci. Il n'y a pas de petite ou de grande contrariété. Une mini-irritation parce que le café est froid ou une grosse angoisse, pour notre paix d'esprit, c'est du pareil au même. L'impact est identique. La paix est rompue. Et ça nous amène directement à la deuxième mise en garde, qui est tout aussi cruciale. On ne peut pas faire son marché. On ne peut pas trier et se dire « bon, cette colère-là, je la garde, elle est justifiée, mais je vais travailler sur cette petite anxiété ». Ça ne marche pas comme ça. Pour que l'exercice porte ses fruits, il faut tout mettre dans le même panier. On les regarde toutes comme étant de la même nature. Alors au final, pourquoi fait-on tout ça? Quel est le but du jeu? Ce n'est pas juste pour se torturer l'esprit, évidemment. Le but ultime, c'est d'avoir entre les mains un outil simple et concret pour retrouver sa paix intérieure. Et surtout, pour la garder. Et s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le but, ce n'est jamais de nier ce qu'on ressent. Absolument pas. La colère est bien réelle, la peur est bien là. L'objectif, c'est juste de remettre en question la cause qu'on a collée dessus. On ne supprime pas l'émotion, on change la perception qui l'a créée. Et ça change tout. Et on va finir avec cette question qui, je trouve, résume parfaitement toute la leçon. Et si ce qui nous met en colère, ce qui nous fait peur, n'était en fait qu'une simple perception et pas du tout la réalité?
Et si la source de tout ce qui nous perturbe n'était finalement qu'une histoire qu'on se raconte? Une histoire à laquelle on pourrait peut-être choisir de ne plus croire. C'est une idée vertigineuse, mais qui ouvre des possibilités incroyables. Il y a ces jours, tu sais, ces matins où, à peine le pied posé par terre, ben, on sent déjà une tension. Oh oui, une sensation très familière. Voilà, le réveil a pas sonné à la bonne heure, la machine à café fait un bruit bizarre. Ou alors on ouvre son téléphone et paf, un email un peu sec. Exactement. Avant même d'avoir vraiment commencé la journée, on est déjà contrarié. Et on se dit que c'est tout à fait normal. Ben oui, on se dit que le monde extérieur est chaotique et que notre stress, c'est juste une réaction logique à ce chaos, quoi. C'est le réflexe humain par excellence. Mais aujourd'hui, pour cette nouvelle exploration approfondie de nos notes et nos lectures, on va s'attaquer à une idée qui prend cette logique et la renverse complètement. On peut même dire qu'elle la pulvérise. C'est le mot. On plonge aujourd'hui dans un extrait très spécifique tiré d'un ouvrage fascinant, souvent débattu d'ailleurs, qui s'appelle Un cours en miracle, et plus particulièrement sa leçon 6. C'est un texte très riche. Oui, et l'objectif ici, c'est pas du tout de faire de la théorie pure, l'idée c'est vraiment de voir comment une seule phrase, une prémisse philosophique qui a l'air super simple, prétend pouvoir désamorcer toute notre surcharge émotionnelle quotidienne. Une promesse assez audacieuse. Très audacieuse. Et cette phrase choc qui va guider toute notre discussion aujourd'hui, c'est la suivante, je cite, « Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là ». C'est une affirmation qui remet en question la structure même de notre perception. C'est sûr que la première fois qu'on l'entend, ça coince un peu. Ah, la réaction la plus courante, c'est le rejet total. En fait, nous sommes intimement convaincus que nos émotions sont causées par des événements tangibles, concrets. Bah oui, si je suis en colère, c'est parce que quelqu'un m'a manqué de respect. Exactement. Ou si je suis anxieux, c'est parce qu'une échéance financière approche. Le monde matériel agit et nous réagissons. C'est comme ça qu'on fonctionne tous. Et pourtant, ce texte propose de couper net ce lien de causalité. Il avance que ce qui nous blesse ou nous irrite n'a, au moment même où nous ressentons l'émotion, aucune substance réelle. C'est un concept qui demande presque de désapprendre la façon dont on interagit avec son propre environnement. C'est tout à fait ça. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que ce qui me frappe en lisant le texte brut de cette leçon, c'est la formulation exacte. La structure est très particulière. Il y a une répétition presque hypnotique dès les premières lignes. L'auteur écrit parce que je vois, parce que je vois. Et ensuite, je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Oui, Pourquoi s'acharner sur ce verbe précis « voir » ? Je veux dire, j'aurais pensé qu'on parlerait de ressentir ou d'imaginer, tu vois. ce qui est captivant ici, c'est que l'utilisation du verbe « voir » met vraiment l'accent sur le processus actif de la perception. C'est-à-dire, Eh bien, quand nous disons « je vois », nous impliquons généralement une vérité objective. genre je le vois de mes propres yeux, donc c'est vrai. Voilà. Nous croyons que nos yeux fonctionnent comme des caméras qui enregistrent la réalité telle qu'elle est. Mais l'auteur insiste sur ce mot pour souligner que notre vision est en fait une projection. Une projection interne ? Absolument. La détresse ne provient pas de la situation extérieure, mais du filtre à travers lequel nous la regardons. En répétant « parce que je vois », la leçon nous désigne carrément comme les architectes de notre propre contrariété. Donc on prend une situation neutre et on y superpose nos propres trucs. Nos insécurités, nos traumatismes passés, nos attentes. Et c'est cette superposition bien spécifique qui déclenche la réaction émotionnelle. Ok, prenons une analogie bien ancrée dans le réel pour rendre ça plus concret. Disons que je suis coincé dans les embouteillages, Un classique. situation très physique, la voiture devant moi freine brusquement. Là, mon rythme cardiaque s'accélère, je commence à bouillir intérieurement, je m'énerve toute seule dans l'habitacle. Et que se passe-t-il dans votre tête à ce moment-là? Mais je me dis que ce conducteur est un danger public, qu'il est égoïste, qu'il conduit mal exprès pour me bloquer. Bref, je me raconte toute une histoire sur son manque de civisme. Et pendant ce temps, ce même conducteur écoute peut-être simplement de la musique, perdu dans ses pensées, ou alors il a cru voir un obstacle sur la route. Il m'a peut-être même pas vu. Exactement. Il n'y a aucune intentionnalité dirigée contre qui que ce soit. La malice, l'égoïsme ou l'attaque personnelle que l'on perçoit dans ce coup de frein, c'est précisément ce fameux quelque chose qui n'est pas là. D'accord, l'événement physique est réel, la voiture a freiné. Les plaquettes de frein ont fonctionné, oui. Mais la signification menaçante qui provoque votre tension artérielle, ça, c'est une création purement mentale. Un fantôme. C'est fou. C'est un peu comme recevoir un email professionnel qui dit juste « OK » ou bien «
c'est noté avec un point à la fin. Ah, le fameux point final. Voilà. On peut passer 1 heure à fixer l'écran, à analyser ce pauvre point en se disant « Mon supérieur est furieux, mon travail est nul, je vais me faire licencier. On génère une angoisse terrible à partir de 2 lettres et d'un signe de ponctuation. » C'est ça. Le texte propose donc de reconnaître que l'agressivité de l'email n'est pas sur l'écran, elle est uniquement dans notre tête. Tout à fait. Mais concrètement, comment on passe de cette réalisation un peu théorique à une vraie tranquillité? Parce qu'en lisant nos sources, on voit bien que la leçon ne s'arrête pas à un simple constat philosophique. Non, elle devient un véritable manuel pratique. Ça ressemble presque à un formulaire administratif à remplir. Le passage à la pratique est la clé de voûte de cette approche. La théorie seule ne suffit pas à défaire des décennies de conditionnement mental. C'est sûr. L'exercice demande de nommer les choses avec une précision clinique. Il faut identifier très concrètement la forme de la contrariété et ce que l'on perçoit comme étant sa source. J'ai noté les phrases à trous que le texte donne en exemple. Ça donne « Je suis en colère contre », espace vide, parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. C'est la formule de base. Ou bien « Je suis inquiet au sujet de », espace vide, parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Ça semble presque trop simple, non? En apparence, oui. Si je suis stressée par ma charge de travail, je dois juste dire « Je suis inquiet au sujet de mon dossier parce que je vois quelque chose qui n'est pas là ». Est-ce que c'est pas un peu se voiler la face? Le dossier existe, la date limite existe. Le dossier et la date limite existent dans le monde physique, oui, on ne le nie pas. Mais l'idée de catastrophe, l'anticipation de l'échec et la peur du jugement social qui accompagne ce dossier, ça n'existe que dans l'esprit. Ah, je vois la nuance. L'exercice ne demande pas de nier la réalité matérielle, mais de nier la réalité de la menace psychologique qu'on y a attachée. Et cette structure à trous oblige à une honnêteté intellectuelle redoutable. D'ailleurs, le texte liste des émotions très spécifiques, entre parenthèses. Il parle de la colère, de la peur, de l'inquiétude et de la dépression. C'est une catégorisation stricte et très importante. Mais pourquoi insister sur ces mots-là précisément? Souvent, on se sent juste mal ou tendu sans pouvoir mettre le doigt dessus. On pourrait pas juste dire « je suis contrarié » en général. Surtout pas. Le flou, c'est l'endroit où l'illusion survit le mieux. Ah oui. L'anxiété généralisée, une mauvaise humeur diffuse, ce sont des brouillards mentaux. Tant que l'émotion reste vague, elle semble insurmontable, elle prend toute la place. Elle nous envahit. En forçant l'esprit à dire « ceci est de la colère » ou « ceci est de la peur », on sort du ressenti pur pour entrer dans l'observation. On se détache de l'émotion en l'étiquetant. C'est fascinant parce que c'est une technique bien connue en psychologie cognitive en fait. Nommer l'émotion réduit instantanément l'activité de l'amygdale. La partie du cerveau responsable des réactions d'alarme. Exactement. Donc l'auteur utilise cette mécanique neurologique pour ramener la perturbation à une taille gérable avant de la neutraliser avec la fin de la phrase « parce que je vois quelque chose qui n'est pas là ». C'est un désamorçage en 2 temps. Et il faut le faire régulièrement. Les instructions pratiques sont claires. L'idée doit être appliquée tout au long de la journée. Oui, il est mentionné, je cite, 3 ou 4 périodes d'exercice requises. C'est une sacrée discipline. Et il y a une étape préparatoire cruciale avant même de réciter ces phrases. Oui, l'examen d'esprit. Ça m'a beaucoup interpellé ça. Il est demandé de faire un examen d'esprit d'environ 1 minute pour débusquer toute pensée troublante. 1 minute entière? 1 minute de silence à chercher ses propres problèmes. Ça paraît court dit comme ça, mais s'asseoir seul, fermer les yeux et chercher consciemment ce qui cloche intérieurement, c'est inconfortable au possible. Très inconfortable. Notre premier réflexe quand une pensée angoissante surgit, c'est généralement d'allumer la télé, de scroller sur un téléphone ou de se noyer dans le travail pour l'oublier. Nous sommes des experts de l'évitement. Mais cet examen d'1 minute exige de faire exactement l'inverse. Il faut aller intentionnellement à la rencontre de ce qui nous dérange. C'est courageux. Il s'agit de ratisser le paysage mental pour trouver le matériau brut sur lequel travailler. Pendant cette minute, des pensées inattendues peuvent remonter. Quel genre de pensée? Une vieille rancune envers un ami, une légère anxiété concernant une facture qu'on avait mise de côté, une peur irrationnelle de l'avenir. L'exercice demande de les accueillir, de ne pas les juger, mais de les isoler une par une pour leur appliquer la formule. C'est un vrai travail d'inventaire en fait. C'est le mot juste. Mais voici où ça devient vraiment fascinant. Et honnêtement, c'est le point le plus difficile à avaler pour moi dans cette exploration. Allez-y. Le texte nous ramène à une mise en garde de la leçon précédente qui affirme ceci. Je cite « Il n'y a pas de petites contrariétés. Elles sont toutes également troublantes pour ma paix d'esprit. »
C'est une idée radicale. Mais attendez, j'ai vraiment du mal à suivre cette logique. S'énerver pour un café renversé sur une chemise propre le matin ou être angoissé par une crise économique mondiale, c'est exactement la même chose. Dans ce système de pensée, oui. Ça semble absurde pour l'esprit humain de ne pas faire le tri entre les vraies tragédies et les simples désagréments. C'est compréhensible que ça coince, car toute notre structure sociale et psychologique est basée sur la hiérarchisation de la souffrance. Ben oui, on a des échelles de gravité pour tout. Mais si on relie cela à une perspective plus large, la leçon ne parle pas de la gravité objective des événements dans le monde. Elle parle d'un état interne très spécifique, la paix de l'esprit. D'accord, mais ma paix d'esprit est quand même moins détruite par une chemise tachée que par la perte d'un emploi. Il y a des degrés, non? Eh bien, selon cette source, la paix d'esprit est absolue. L'esprit ne fait pas la différence en termes de perte de paix. Comment ça? C'est le principe de la goutte d'encre dans un verre d'eau pure. Que vous y versiez une micro-goutte avec une petite pipette ou une grosse cuillère à soupe d'encre, le résultat qualitatif est le même. L'eau n'est plus pure, elle est teintée. Ah, je vois l'analogie. La paix d'esprit fonctionne de la même manière. Une petite contrariété détruit la paix tout autant qu'une grande. L'irritation liée au café renversé déclenche une réaction de stress, une perte de présence. La paix est brisée, point. On a tellement tendance à hiérarchiser nos problèmes. On se donne le droit d'être un peu stressé, en quelque sorte. On se dit, je gère bien les grandes crises de ma vie, j'ai bien le droit de râler sur ce retard de train. C'est vrai. Et socialement, c'est presque un réflexe de survie. Si je raconte à un ami que je suis aussi dévastée par mon stylo perdu que par un licenciement, on va me prendre pour une folle. Et c'est là toute la différence entre la convention sociale et le travail intérieur que demande ce texte. Socialement, il faut hiérarchiser. Mais intérieurement, l'illusion que certaines contrariétés sont petites est un piège. Un piège de l'esprit, ouais. Accepter cette hiérarchie, c'est accepter que notre tranquillité soit constamment à la merci du moindre courant d'air. Donc, si on admet que la petite et la grande contrariété détruisent toutes deux la paix intérieure, parce qu'elles reposent sur le même mécanisme, voire quelque chose qui n'est pas là, on arrête enfin de négocier avec son propre bien-être. Exactement. Les voir comme un seul et même obstacle est la clé. C'est vertigineux, parce que ça nous amène directement à la deuxième mise en garde du texte, qui est peut-être encore plus exigeante. Oui, le principe du tout ou rien. Je lis le passage. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise des autres. Au fin de ces exercices, donc, je les regarderai toutes comme étant les mêmes. C'est sans appel. On ne peut pas faire un choix à la carte dans nos émotions. Mais appliquons ça à la vraie vie. Pardonner aux gars maladroits qui nous bousculent dans le métro, en comprenant que la malice qu'on y voit est illusoire, c'est faisable. C'est un bon début. Mais appliquer cette même règle à un membre de notre famille qui nous a profondément trahis des années plus tôt, là, on se heurte à un mur psychologique gigantesque. Ce mur psychologique, c'est l'ego qui défend son territoire. Il faut se demander pourquoi résistait-on souvent à appliquer cette idée à certaines pensées plus qu'à d'autres. Parce que ça fait plus mal. Parce que nous aimons garder certaines contrariétés qui nous semblent justifiées. Nous les chérissons profondément. On aime être en colère. D'une certaine manière, oui. L'indignation face à une injustice familiale peut devenir une composante entière de notre identité. Cette colère nous donne un rôle de victime légitime, elle crée une carapace qui nous donne l'illusion de nous protéger. Alors que lâcher l'irritation du métro, ça coûte rien à notre identité. Exactement. Mais lâcher une rancune fondatrice, c'est avoir l'impression de se dissoudre. C'est une image très parlante. C'est comme descendre faire le tri dans sa propre cave émotionnelle, tu vois. Très bonne métaphore. On prend une vieille boîte pleine de peurs irrationnelles sur une prise de parole en public, on se dit « Ok, ça je jette, ça sert à rien ». Mais dans le fond de la cave, on trouve un vieux coffre-fort avec une indignation hyper légitime envers un ancien collègue. Et là, on hésite. On le dépoussière, on le serre contre soi et on dit « Ah non, ça je garde, c'est à moi, j'ai le droit d'être en colère parce que j'avais raison et il avait tort. » C'est très humain. Mais le texte nous dit qu'on ne peut pas nettoyer la cave à moitié. L'exigence de regarder toutes les contrariétés comme étant les mêmes, c'est un entraînement intensif au détachement et à l'équité mentale. Pas d'exception. Aucune exception. Si nous nous autorisons à dire « cette colère-ci est justifiée, donc je ne lui applique pas la formule », nous validons l'idée que le monde extérieur a effectivement le pouvoir de dicter notre état intérieur. On laisse une faille dans le système de défense, quoi. C'est ça. L'auteur nous pousse dans nos derniers retranchements en posant une question silencieuse. Voulons-nous avoir raison ou voulons-nous être en paix ? Ah, c'est très difficile de répondre honnêtement à ça. Souvent, on préfère avoir raison, même si ça implique de souffrir.
Malheureusement, oui. Mais en traitant toutes les contrariétés comme égales, en se forçant à dire, pour l'offense familiale majeure, je suis en colère parce que je vois quelque chose qui n'est pas là, on commence à fissurer cette certitude. On s'oblige à admettre que la souffrance ressentie au présent n'est pas causée par l'événement passé, mais par l'image mentale de cet événement qu'on maintient en vie aujourd'hui. L'événement est terminé, mais on continue de projeter son fantôme. Et le fait de le reconnaître redonne la totalité du pouvoir d'action à l'observateur. Tant que la cause est perçue comme extérieure, nous sommes impuissants. On doit attendre que le monde change pour aller mieux. Voilà. Mais en rapatriant la cause à l'intérieur, la solution devient immédiatement accessible. On corrige notre perception, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on essaye de synthétiser, l'apprentissage principal de cette session, c'est bien plus qu'une technique de relaxation. C'est une méthode de déconstruction mentale. Oui, basée sur la reconnaissance que nos troubles viennent de l'observation de quelque chose qui n'est pas là. Ça offre une technique de recentrage puissante par des examens d'esprit réguliers d'1 minute. Intégrer que toutes les contrariétés sont égales, c'est un changement de paradigme complet face à la surcharge d'informations et de stress du quotidien. Cela redonne le pouvoir à l'individu. On isole la contrariété, on nomme la cible et on prononce la phrase « Je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là ». C'est une sorte de déclaration d'indépendance émotionnelle. On refuse de laisser l'extérieur dicter la météo dans notre tête. Et cela ouvre la voie à une réflexion intéressante pour conclure. Si chaque sentiment de colère, d'inquiétude ou de dépression est le résultat de voir quelque chose qui n'est pas réellement là, imaginons les implications. Lesquelles ? Que se passerait-il si, pendant un seul jour, l'esprit acceptait l'idée que le monde extérieur n'a absolument aucun pouvoir sur sa propre paix intérieure? Un jour entier ? Oui. Le vide laissé par l'absence de toutes ces illusions et de ces menaces auxquelles nous consacrons tant d'énergie, ce vide immense pourrait-il être la définition même de la tranquillité? Quelque chose à explorer par soi-même. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.